Le rêve spatial des Européens s'est concrétisé grâce à la lignée des fusées Ariane. Ces incroyables machines à la limite du concevable ont ouvert à l'Europe un chemin souverain vers l'espace et l'une des plus belles réussites du vieux continent. I mean, you cannot be a space Vous ne pouvez pas être power une puissance spatiale without your sans avoir own votre and propre accès full-fledged autonome à l'espace. autonomous access to space. Les Européens se sont unis pour créer une fusée au service de tous, utilisée depuis 40 ans par tous les pays qui voulaient lancer des satellites dans l'espace. L'espace est tellement fondamental pour nos vies de tous les jours. L'observation de la Terre, science, défense, communication. On ne peut pas ne pas y aller. Mais aujourd'hui, des compétiteurs inattendus comme SpaceX menacent l'ambition spatiale européenne. La survie de toute l'aventure Ariane est à nouveau en jeu. Ariane 5 has no chance. There's really no way for that vehicle to compete with Falcon 9 and Falcon Heavy. Nous avions besoin le plus vite possible d'une nouvelle fusée. Qui va gagner la bataille de l'espace? Partons à la découverte des choix, des inventions et des rêves qui ont forgé l'épopée Ariane et préparent le lancement de la future Ariane 6. C'est au cœur d'un territoire lointain, à la lisière de l'Amazonie, que les fusées européennes Ariane 5 sont assemblées et préparées pour le décollage. Ces fusées sont aussi appelées lanceurs car leur rôle est d'envoyer des satellites en orbite autour de la Terre. 117 Ariane 5 ont été lancés en près de 27 ans. Avec un taux de fiabilité de 97%, toutes versions confondues, ce lanceur a confirmé le premier rang de l'Europe spatiale dans le lancement de satellites commerciaux. Mais aujourd'hui, le centre spatial guyanais vit un moment fort de son histoire. Le lanceur qui rejoint le pas de tir est la toute dernière Ariane 5 de l'histoire. Dans le centre de contrôle Jupiter, Karine Levaux, directrice du transport spatial du CNES, a pour l'occasion à ses côtés un visiteur inhabituel. Frédéric Dallest, l'un des pères fondateurs d'Ariane. Ah ouais, mais là on va pleurer. Hein. Enfin moi je vais pleurer, un dernier Ariane 5, c'est sûr. Hein. Puis se dire que c'est le dernier exemplaire là qui va voler aujourd'hui, c'est quelque chose qui prend aux tripes quand même. Mais la suite est belle. On a Ariane 6 qui arrive. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est une date un peu particulière, surtout quand on a vécu tous les vols de ce lanceur, depuis le premier jusqu'au dernier. Vous êtes un peu le père d'Ariane, hein, monsieur Dallest. Hein. Oui, on a eu beaucoup de pères. Mais enfin, j'ai passé toute ma carrière spatiale sur Ariane. Le moment du tir approche. Même si pour Ariane, c'est un instant historique, pour les clients, aujourd'hui, l'armée française et l'agence spatiale allemande, l'enjeu demeure la mise en orbite de leurs satellites à 36 000 km de la Terre. C'est le sort de milliers d'heures de travail et de centaines de millions d'euros qui se jouent. À tout de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité. Top, allumage moteur Vulcain. Allumage 2 EAP, décollage. Grâce à un décollage et une trajectoire parfaite, ce vol VA261 est un ultime succès. Ariane 5 termine sa carrière en beauté. En 40 ans, les différentes fusées Ariane ont placé plus de 300 satellites dans l'espace, devenant leader et référence du secteur durant des décennies. Pour les Européens, entrer les derniers dans la course à l'espace, ce succès a été arraché au prix d'une incroyable bataille qui a pris par surprise l'éternel rival, la NASA. If you view it as a competition, which Si on I'm le sure voit they comme une did, compétition, ce qui était then leur you cas, j'en don't suis sûr, abandon the competition on just n'abandonne because pas you're juste behind. parce qu'on est derrière. You also C'est recognize la the fable story du of lièvre et de the la tortoise tortue. and the hare. Russia Les Russes et and les the Américains United States étaient partis jumped très out tôt dans la early course à in the l'espace. so-called space race. Mais il y a toujours But une there place
pour always celui room qui for people s'avance who vers were la going ligne to d'arrivée à son continue rythme. moving on toward the finish line at whatever Et pace. j'admire les So I Européens d'avoir admire tenu them for bon. those decisions. Oui, l'Europe est partie en retard, mais je dois dire, elle a largement rattrapé son retard. On peut être très fier de ce qu'a fait l'Europe pendant ces 50 ans. L'un des premiers grands chantiers de l'Europe spatiale débute même il y a 60 ans, en Amérique du Sud, en Guyane française, avec la décision de construire une base de lancement au beau milieu de la jungle. En à peine 2 ans, une cité spatiale de 660 km², 10 fois la taille de Manhattan, émerge de la forêt tropicale. The European spaceport Le port spatial in européen French en Guiana Guyane française est sur un site a very extrêmement well bien chosen choisi, location car because il est it's so très near proche the de equator. l'équateur. So De là, almost presque all, toutes les orbites utiles leur sont useful facilement orbits are accessibles. easily accessible C'est un to formidable them. It's a emplacement pour great une base location to spatiale. have a spaceport. Si même les Américains nous envient la base de Kourou, c'est qu'elle donne aux fusées un petit coup de pouce qu'on appelle effet de fronde. Déterminant lorsque, comme les Européens, l'on vise avant tout des lancements vers des orbites géostationnaires. En atteignant une telle orbite à 36 000 km de la Terre, un satellite couvre en permanence une même région sur notre planète. Parfait pour relayer des télécommunications. Avec seulement 3 satellites, on couvre l'essentiel du globe. Mais atteindre cette orbite lointaine réclame beaucoup d'énergie à la fusée qui lance le satellite. Or, la Terre tourne à une certaine vitesse. On peut donc l'utiliser comme une fronde qui lance un projectile. Et c'est sur l'équateur que cet effet est le plus puissant. Entre Kourou, qui est à 5 degrés de latitude nord, et la Floride, qui est à 28 degrés de latitude nord, on gagne 10% de performance. Et on gagne 50% par rapport à Baïkonour, qui lui est plutôt à 51 degrés. Si les Européens ont la meilleure des bases de lancement, on ne peut en dire autant du côté des lanceurs. Leur fusée de l'époque, baptisée Europa, ne parvient pas à toucher l'espace. En 1969, alors que Neil Armstrong pose le pied sur la Lune, les Européens sont en pleine désillusion. Le retard est si vertigineux, ne vaudrait-il pas mieux laisser tomber ? D'abord, la plupart des hommes politiques pensaient finalement qu'on n'y arriverait pas. Également, les mécanismes de décision pour organiser la coopération européenne paraissaient très compliqués. Et nous étions un peu désespérés, y compris moi-même d'ailleurs, sur est-ce que c'est possible de réussir de faire un programme européen dans ces conditions ? Pour commencer à fabriquer une fusée puissante, il faut une pièce maîtresse qui fait encore défaut aux Européens, un moteur fusée, un concentré de puissance terriblement difficile à mettre au point. Les pionniers dans ce domaine, ce sont les nazis 30 ans plus tôt, avec leur sinistre programme de missiles V2. L'ingénieur allemand Werner von Braun et ses équipes, récupérés après la guerre par les États-Unis, seront les premiers à maîtriser ces techniques pour dépasser la vitesse du son et atteindre l'espace. À l'issue de la guerre, la France, quant à elle, invitera un autre ingénieur, Karl-Heinz Bringer, et une trentaine de ses collaborateurs pour les installer dans la forêt de Vernon en Normandie, sur un site secret, le laboratoire de recherche balistique et d'aérodynamique. La plupart des moteurs fusées européens seront conçus dans ce laboratoire. Un moteur, c'est quelque chose qui est vraiment très très compliqué. Donc là, il y a vraiment un besoin d'une compétence, d'une expérience, je dirais, c'est même pas de compétence, d'une expérience forte. En caricaturant, il faut avoir fait exploser pas mal de moteurs pour savoir comment terminer par ne pas en faire exploser un. Mais dans un moteur fusée, on doit être pratiquement toujours à la limite du matériel. Et il y a beaucoup de choses contradictoires à marier. Dans une chambre de combustion de moteur, vous avez d'un côté des gaz qui sont à 3000 degrés, de l'autre côté, vous avez des liquides en cours de réchauffement qui peuvent être entre moins 200 et moins 100 degrés centigrades.
vous avez des gradients de température incroyables. Et tout ça qui tourne à 30 000 tours par minute. Et ça doit fonctionner plusieurs minutes. Et ça ne peut pas fonctionner plus que quelques minutes, une dizaine de minutes. Parce qu'il y a un moment où les contraintes sont tellement énormes par rapport aux qualités des matériaux qu'on connaît que ça ne peut pas tenir plus longtemps. Donc c'est une technologie qui est aux limites de tout. Pour un ingénieur normal, ça ne lui donne même pas envie de commencer à trouver une solution parce que ça semble complètement impossible. Il faut croire en l'impossible. Avant tout, une fusée, c'est bien sûr un véhicule capable de s'arracher à la Terre, c'est-à-dire d'échapper à l'attraction terrestre. Mais en réalité, c'est surtout un véhicule capable d'accélérer vite et fort pour atteindre une vitesse critique de plus de 28 000 km/h, appelée vitesse orbitale. C'est là son premier défi. Ensuite, pour aller vers une orbite géostationnaire, il faut accélérer encore davantage et atteindre 36 700 km/h. Ce qui est important, c'est d'accélérer. Passer d'une vitesse nulle, en tout cas à la vitesse de rotation de la Terre, jusqu'à 10 km par seconde, c'est là qu'est l'énergie. Donc c'est pour ça qu'on a des moteurs fusées. Pour produire la plus forte accélération, une bonne manière d'y arriver est d'utiliser le couple d'ergol hydrogène-oxygène. Délicat à maîtriser, car utilisé à des températures extrêmes, plusieurs centaines de degrés au-dessous de zéro, mais d'une efficacité redoutable. C'est le choix stratégique que les Européens ont fait. Finalement, un lanceur, quand on le voit de l'extérieur, c'est essentiellement des réservoirs. Donc c'est des bidons remplis. Et la particularité par rapport à un camion-citerne, c'est qu'il utilise les ergols au fur et à mesure de son fonctionnement. Donc c'est comme si le camion-citerne utilisait ce qu'il stocke pour alimenter son moteur. Mais le camion-citerne, il a une remorque derrière. Et ça, c'est l'équivalent des étages pour les lanceurs. Et une fois que la remorque est vide, eh ben, on la largue. On est beaucoup plus léger et on va plus vite. Mais au moment du décollage, nos camions de l'espace sont alors pourvus de toutes leurs remorques. Attention pour les décomptes finales. 10, Or, les fusées ont 9, un poids considérable. 8, Ariane 5, par exemple, présente une masse au moment du décollage qui avoisine les 800 tonnes, l'équivalent d'une vingtaine de semi-remorques. Allumage EAP, décollage. Pour qu'Ariane 5 décolle et accélère comme prévu, ces 800 tonnes doivent franchir 7 fois la vitesse du son en moins de 2 minutes. Avec de telles accélérations et des vitesses aussi vertigineuses, on mesure toute la difficulté à réussir une mise en orbite autour de la Terre. Les moteurs qui permettent de relever ce défi extrême sont au cœur de la compétition spatiale. Et pour préparer l'avenir, la nouvelle génération d'Ariane devra être propulsée par des bijoux de technologie profondément repensés, réinventés par les experts du moteur fusée qui œuvrent toujours à Vernon, en Normandie. Le moteur en lui-même, moins de 4 mètres, est comparable à une tranche de centrale nucléaire. Voilà. Son but ultime, oui, c'est la puissance. C'est une Formule 1 de l'espace. Donc c'est un peu dommage, bien sûr, d'avoir une Formule 1 qui ne poussera que pendant 600 secondes. Mais voilà, c'est fait pour ça. En plus de ce nouveau moteur à la base de la future Ariane 6, un autre moteur plus petit, baptisé Vinci, conçu pour l'étage supérieur, a une particularité inédite. Il est réallumable. Donc ça va changer énormément de choses, on va pouvoir faire des missions extrêmement complexes. On peut mettre un premier satellite sur une orbite, ensuite faire un rallumage du Vinci, placer un autre satellite sur une autre orbite. Et surtout, on va pouvoir avoir un dernier allumage du Vinci qui va permettre de désorbiter complètement l'étage supérieur. C'est-à-dire que l'étage supérieur ne va pas rester sur des orbites opérationnelles et ne va pas polluer en fait l'espace. Donc c'est extrêmement important et c'est le Vinci qui va permettre tout ça. Ces nouveaux moteurs européens
vont donner à Ariane 6 des performances inédites. Ils illustrent à quel point l'histoire spatiale repose avant tout sur l'invention et la maîtrise de ces engins d'une complexité folle. Quelle que soit l'époque, relever ces défis techniques est une aventure en soi. C'est le cas au milieu des années 60, il y a plus d'un demi-siècle, quand les Américains surclassent tout le monde avec les moteurs géants de Saturne V, la mythique fusée du programme Apollo. An American flag is left behind on the moon. Because there is no wind or rain on the moon, these footprints will remain for centuries. Après le triomphe d'Apollo 11, les Européens englués dans les échecs de leur fusée Europa sont de plus en plus attirés par les États-Unis qui leur rabâchent que l'ambition spatiale strictement européenne n'a aucun sens. Les arguments américains sont sur le point de l'emporter quand ils commettent un péché d'orgueil lourd de conséquences. Depuis 1963, la France et l'Allemagne de l'Ouest collaboraient pour réaliser ensemble les premiers satellites de télécommunications géostationnaires. Le projet se concrétise avec le satellite Symphonie A. Privés de leur propre lanceur, les Européens se tournent alors vers les États-Unis. Quand on a demandé à nos amis américains de mettre en orbite Symphonie en leur expliquant qu'on allait peut-être utiliser Symphonie dans un contexte commercial, ils ont refusé d'envoyer ce satellite dans l'espace, sauf à ce qu'on renonce à son utilisation commerciale. Parce que l'espace, déjà à l'époque, c'était du business. Et pourquoi les Américains auraient-ils lancé un satellite de télécommunication pour les Français et les Allemands, alors qu'eux-mêmes avaient des satellites de télécommunication qu'ils étaient prêts à louer aux utilisateurs européens? À l'époque, les télécommunications, c'était uniquement au niveau international. Il y avait une ONU des télécoms qui s'appelait Intelsat, organisme mondial, dans lequel les Américains avaient la majorité. Et donc ils ont dit aux Français et aux Allemands, mais il n'est pas question que vous fassiez concurrence à Intelsat. Bon, maintenant, tous les pays ont leur satellite, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. En décembre 1974, les Américains ont imposé leurs conditions. Leur lanceur décolle de Cap Kennedy avec le Symphonie A sous sa coiffe. Le premier satellite géostationnaire de télécommunications européen est ainsi placé sur son orbite avec succès par les États-Unis. Pour la plupart des acteurs du spatial européen, c'est un traumatisme qu'ils ne veulent pas revivre. C'était un refus d'accès à une nouvelle dimension qui ne pouvait être acceptée par personne. Je pense que le chapitre de Symphonie a accéléré la volonté européenne. Mais la volonté était déjà là, en fait. Je veux dire que vous ne pouvez pas être une puissance spatiale sans avoir votre propre accès autonome à l'espace. Alors que l'Europe spatiale n'était que l'ombre d'elle-même, la conférence de Bruxelles de 1973 adopte in extremis le projet de fusée européenne baptisée L3S, en ralliant anglais, italiens, allemands, espagnols, suisses, hollandais et danois. Et dans le même élan, ils fondent l'ESA, l'équivalent européen de la NASA. Mais ce tout nouveau premier grand projet de l'ESA, le L3S, ne porte pas un nom qui fait rêver. On a pensé le rebaptiser Vega ou Stella, mais comme ce sont des noms de bières belges ou allemandes, on a finalement préféré Ariane. Le lanceur Ariane est constitué de 3 étages, d'une case à équipement et d'une coiffe. Autour d'Ariane, les Européens y croient à nouveau. Une place dans la course à l'espace est encore à leur portée. Une centaine d'ingénieurs relèvent le défi de rattraper les Américains. Cette fois, il y a une autorité à la manœuvre. Frédéric Dallest et une poignée d'ingénieurs comme Roger Vignel et Yves Sillard impriment le rythme, imposent des règles communes, un langage industriel commun. Le spatial européen devient enfin réalité. Le 15 décembre 1979,
10 ans après la faillite d'Europa 1, la première fusée Ariane est pointée vers le ciel. Fusée européenne de la dernière chance, dont le tout premier vol, le L-01, est imminent. « 5, 4, 3, 2, 1, 0. » On a eu ce qu'on appelle, dans le jargon, un tir avorté. C'est-à-dire, on allume les moteurs, on trouve des paramètres anormaux et on éteint le moteur. Il a fallu reconditionner les moteurs et l'étage, tout ça pour être prêt à relancer vers le 23 décembre. Rude épreuve pour les équipes qui, malgré tout, tiennent le choc et relancent le compte à rebours 10 jours plus tard, en guise de cadeau de Noël. 3, 2, 1, feu! Cette fois, Ariane 1 décolle à la pleine puissance de ses Vikings et valide tous les paramètres. Les créateurs d'Ariane eux-mêmes, pourtant confiants dans leur savoir-faire, n'osaient imaginer la réussite qui allait suivre. On ne pensait pas qu'on aurait une envergure telle au programme Ariane. On avait confiance qu'on allait arriver à le qualifier, donc on avait beaucoup d'ambition, mais enfin, on n'était pas encore sûr qu'on allait y arriver. D'autant moins sûr qu'Ariane 1, à peine envolée, est soumise à la dure réalité d'un marché, celui des satellites. Un secteur encore balbutiant, mais en forte croissance. La jeune Ariane doit trouver les bonnes stratégies techniques, mais aussi commerciales pour s'imposer, ne pas être une simple étoile filante. Pour trouver et fidéliser des clients, une société spatiale privée est créée, baptisée Ariane Espace, une première mondiale. Les choses sont allées très vite. Les Américains n'ont rien vu venir. C'est parti. En 5 ans à peine, ce consortium atypique va réussir à prendre jusqu'à 80% du marché mondial des satellites commerciaux. Honnêtement, pas grand monde aux États-Unis n'y avait prêté attention. Le business des lanceurs est très dur, très exigeant. Le taux d'échec est très élevé pour tout nouveau véhicule spatial. Je pense que peu de gens les avaient pris au sérieux. Mais ils se sont accrochés et au fil du temps, leur lanceur s'est avéré très fiable. Au point que dans les années 90, Ariane Espace s'est taillé la part du lion des lancements commerciaux dans le monde. Mais pour rester dans la course, aucun lanceur ne connaît de répit. Ariane 1 doit se métamorphoser sans tarder. C'est ce qui a stimulé la naissance d'une lignée qui a rapidement donné à Ariane 1 des sœurs, Ariane 2, 3 et 4. Ces adaptations se sont faites relativement facilement avec Ariane 3, puis 2, 2 à voler après 3, mais qui étaient quand même des dérivés pas trop différents d'Ariane 1. Mais le vrai coup de maître, c'était Ariane 4. Pour Ariane Espace, cette 4e mouture d'Ariane est une réussite. Avec ses différentes combinaisons de propulseurs d'appoint plus ou moins puissants, elle est adaptable à loisir aux besoins des clients, dont les satellites continuent de grossir à vue d'œil. Même si Ariane 4 devient la fusée étalon des fabricants de satellites, sa place reste fragile. Ses concurrents la talonnent.
quelque chose manque pour s'imposer durablement en leader. Elle est trop chère. Nous étions, quand nous avons créé Arianespace, devant un dilemme important. L'industrie américaine bénéficiait de commandes gouvernementales extrêmement élevées, en milliards de dollars, des sommes énormes, ce qui n'était pas le cas en Europe. Nous n'arrivions pas à être compétitifs. La réponse que j'ai proposée à cette époque-là, contre beaucoup de réticences, parce que c'était pas évident, c'était de lancer simultanément 2 satellites commerciaux pour mieux répartir les coûts fixes de production des lanceurs et des opérations du champ de tir. Dès le printemps 1978, les Européens s'attaquent à ce défi. Ils conçoivent le SILDA pour système de lancement double Ariane. Encore un pari insensé. Comment faire pour lancer 2 satellites en même temps? C'est pas simple. D'où l'invention d'une structure coquetier qui entoure un satellite, et puis on met le 2e satellite sur ce coquetier, ce qui permet d'en emporter 2. Le problème, c'est qu'une fois en orbite, évidemment, il faut séparer les satellites. Donc il a fallu imaginer des systèmes de découpe de cette structure. D'abord, on largue le premier satellite. Ensuite, on largue donc cette structure porteuse, ce coquetier, évidemment en faisant attention de ne pas heurter le premier satellite qu'on vient de larguer. Et puis ensuite, on attend un peu et on largue le 2e satellite. C'était une première mondiale et ça a parfaitement marché. Ça s'est développé, c'est devenu un standard et ça marche encore aujourd'hui sur Ariane 5 et demain sur Ariane 6. Ainsi, Ariane 1 et ses sœurs se sont-elles imposées dans le petit monde des satellites. Elles, que l'on n'attendait pas, ont même réussi à le façonner en partie, si bien que jusqu'en 2022, Ariane est incontournable, y compris aux États-Unis, pays leader de l'aventure spatiale. Malgré tout, chaque nouveau contrat est une bataille. Tous les ans à Washington, Arianespace remonte son stand au cœur du salon Satellite, la grand-messe du commerce spatial mondial. Un passage obligé pour qui veut rester dans la course. L'installation n'est pas encore terminée que les conciliabules stratégiques commencent. Dans un café, en toute discrétion, loin des regards de la profession, se mène une discussion feutrée autour d'un énorme contrat de lancement de satellites. En tendant l'oreille, il est possible de comprendre à quel concurrent Ariane fait face. Are you sure that at the end of the day you must launch with us in 2022, not in 2023, just to better understand your constraints in the choice you are going to make between SpaceX and ourselves? SpaceX, le nom est lâché. Il est sur toutes les lèvres, occupe tous les esprits. Car c'est le nouveau compétiteur féroce qui bouleverse le spatial mondial et met Ariane sous pression. Ces dernières années, la compétition au sein de la course à l'espace a radicalement changé. Tout comme les États-Unis n'ont pas vu venir Ariane, l'Europe n'a pas vu venir certains nouveaux entrants issus de la révolution numérique de la Silicon Valley. C'est l'un de ces start-upers les plus turbulents, Elon Musk, qui a fondé SpaceX. Il impose sa personnalité atypique en cultivant un côté bad boy, jamais vu auparavant dans la très policée industrie spatiale. En à peine une décennie, il bâtit un succès aussi insolent que spectaculaire. Février 2018, SpaceX procède au tir inaugural de Falcon Heavy, un monstre de haute technologie qui sonne le retour de l'Amérique à l'avant-scène de la conquête spatiale. Et le monde entier assiste alors, sidéré, à ces étages de fusée qui reviennent se poser sur Terre,
ou sur mer. SpaceX semble surgir de nulle part avec de nouveaux lanceurs produits en un temps record, illustrant avec éclat l'émergence du New Space. Ils sont presque entièrement réutilisables, visent les vols habités comme le lancement de satellites en proposant sensiblement les mêmes performances qu'Ariane, mais pour près de 2 fois moins cher. En réalité, 10 ans auparavant, SpaceX était un outsider, tout comme Ariane à ses débuts. Welcome to SpaceX. Here we are in the lobby. It's very white right now, but there are actually some cool elements coming in soon that will make it less white. We're getting ready to weld together those barrel sections and create our third tank, which would actually be the first flight tank. Les success stories ont l'avantage de faire oublier la difficulté des origines. Et pourtant, Elon Musk et ses équipes en auront craché des étages avant qu'ils ne réussissent à les poser sans encombre. La légende retiendra que c'est au dernier essai, financé sur ses fonds personnels, qu'Elon Musk réussit son pari. Dans le spatial, vous allez rencontrer des échecs, bien plus souvent que dans n'importe quelle autre entreprise humaine. Il n'y a rien de pire que de craindre l'échec. Parce que si on craint l'échec, on refuse le progrès. Je connais toutes les raisons j'ai été directeur des lanceurs, on connaît toutes les raisons de ne pas lancer Ariane. Mais si on ne le lance pas, oui, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir d'échec, mais d'un autre côté, on reste au sol. Donc, il ne faut pas craindre l'échec. Il n'y a pas de progrès sans échec. 6, 5, 4, 3, En 1981, la NASA n'a justement peur de rien et prend des risques immenses avec son mythique engin réutilisable et habitable baptisé Space Shuttle. Également capable d'emporter des satellites dans sa soute, la navette va bouleverser profondément la course à l'espace et fatalement le destin d'Ariane. Quand Columbia, la première navette, revient sur Terre en se posant tranquillement comme un gros planeur, le monde entier est bluffé par l'exploit. Tous les autres programmes spatiaux de l'époque se trouvent violemment ringardisés. Quand on a vu arriver la navette, effectivement, on était admiratifs, c'est un superbe engin, la navette. Ça nous a perturbés dans le sens où tout le monde aux alentours disait vous recommencez comme pour Ariane 1, vous faites un vieux truc alors qu'on va aller dans l'espace en nœud papillon, etc. Vous êtes complètement ridicule. Et ça, je peux vous dire qu'on en a entendu toutes les couleurs. Les Américains, sur 2, vont mettre toute leur force dans leur navette en délaissant complètement les autres lanceurs classiques. Mais l'aventure va s'avérer très complexe et coûteuse. Seuls quelques lancements ont lieu chaque année. Et pire, la navette va s'avérer fragile et donc dangereuse. Le 28 janvier 1986, une explosion irradie le ciel de Floride. La navette Challenger se désintègre en entraînant la perte de l'équipage. C'est un traumatisme inoubliable dans l'histoire spatiale américaine et mondiale. Il est apparu clairement que ce n'était pas raisonnable de tout miser sur un seul moyen de lancement. Aussi incroyable qu'ait été la navette, elle pouvait avoir des défaillances. Et là, quand vous n'avez plus rien, vous n'avez plus rien. Je pense que les Européens ont vu qu'il y aurait toujours un rôle à jouer pour les lanceurs consommables, même si les États-Unis déployaient cette navette. Et cette vision s'est avérée juste. Tournant ironique de l'histoire, les malheurs de la navette spatiale offrent à Ariane un horizon dégagé comme jamais. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Elle va s'engouffrer dans la brèche. C'est l'âge d'or d'Ariane.
Moi, j'ai eu la chance de présider Arianespace au moment où Arianespace était numéro 1 mondial. Quand on parlait dans les colloques outre-Atlantique, les Américains me disaient « You are a magician », parce qu'ils étaient stupéfaits de voir que tous les satellites américains partaient par Ariane et qu'il n'y avait pas d'alternative aux États-Unis à l'époque. Pour confirmer cette belle dynamique, en 1996, Ariane 5 achève son développement et prend la relève d'Ariane 4. C'est une nouvelle Ariane imposante qui peut envoyer des charges de 6 tonnes vers l'orbite géostationnaire. 2 fois plus qu'Ariane 4. Attention pour décompte final. 5, 4, 3, 2, unité, feu. Après 37 secondes, le premier vol d'Ariane 5, le V501, tourne au cauchemar. Un dysfonctionnement informatique ordonne une correction brutale de la trajectoire. Correction inutile et erronée qui provoque la destruction de toute la structure. C'est la stupeur. Un échec au premier tir et c'est tout le programme qui peut s'effondrer, car rien n'est encore démontré. Le doute se diffuse. Les politiques s'agacent, des têtes tombent. Avec ce vol 501, Ariane a failli mourir. Ça a été 18 mois très durs, parce qu'évidemment, on a compris très rapidement ce qui s'était passé et comment le corriger. Mais là, on s'est dit, mais s'il y a ça, il peut y avoir ça, il peut y avoir ça. Et donc, on a tout revérifié de A à Z. Et donc 502 s'est très bien passé. Donc le deuxième vol, donc en 97, septembre 97. Après ce vol réussi, le nouveau lanceur européen se relève et montre ses capacités avec brio. D'abord, avec la démonstration d'une capsule européenne pour d'éventuels vols habités. Puis en enchaînant les missions avec des satellites toujours plus gros sur des orbites variées. Au début des années 2000, la confiance est de retour. Les ingénieurs mettent au point une nouvelle version d'Ariane 5, plus puissante. Le 11 décembre 2002, la première Ariane 5 capable d'emporter 10 tonnes, Ariane 5 ECA, doit s'envoler. À l'époque, c'est la fusée la plus puissante du monde. Elle emporte 2 gros satellites français de télécommunications d'une valeur de 630 millions d'euros. On avait peu à peu remis en vol et acquis de la confiance dans Ariane 5. On commençait à bien asseoir Ariane 5 sur le marché commercial. On avait un bon carnet de commandes. Ariane 5 ECA arrivait, on avait des perspectives. Et puis, échec. 23h21, heure de Paris hier soir. Suite à une anomalie dans le circuit de refroidissement, une forte perturbation agite le moteur Vulcain. 7 minutes et 35 secondes après son décollage, les responsables du centre guyanais de Kourou décident la destruction du lanceur, provoquant la perte des 2 satellites qu'il transporte. Je souhaite tout d'abord, au nom d'Arianespace et de ses partenaires, présenter nos excuses à nos clients Eutelsat et le CNES. Comme vous le savez, notre métier est difficile et dans des moments comme celui-ci nous le rappellent cruellement. L'Europe ne peut pas se permettre de perdre Ariane. Au sein des équipes, tous se serrent les coudes pour sortir de cette série noire. Début 2005, après de longs mois d'efforts, la nouvelle version surpuissante d'Ariane 5 fait son retour sur le pas de tir avec succès. Ses défauts de jeunesse ont été corrigés. Au cours de sa longue carrière, Ariane 5 inscrira des records de fiabilité et réalisera même des missions au retentissement historique, comme le lancement de la sonde Rosetta, qui posera son atterrisseur Philae sur la comète Chury, ou celui du James Webb Space Telescope, bijou à 10 milliards de dollars que lui confiera la NASA. Néanmoins,
Ariane 5 est une star née dans la douleur. Douleur qui a marqué les esprits et produit des effets à long terme. Pour la première fois de son histoire, Ariane se repose alors sur ses acquis et ne prépare pas l'avenir. Un manque d'anticipation qu'elle va payer très cher. On a mis beaucoup de temps pour obtenir un consensus en Europe permettant de développer un nouveau programme Ariane 6. Parce que le risque avait été tellement considérable, tellement vécu durement par les décideurs que on ne voulait plus laisser les ingénieurs risquer effectivement de tout casser à cause d'une nouvelle aventure. Même quand vous gagnez, ce n'est pas pour toujours. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il faut continuer à courir, à innover, à s'améliorer. Si vous ne continuez pas à courir, d'autres vont vous dépasser. Le traumatisme des débuts chaotiques d'Ariane 5 paralyse alors l'innovation des Européens. Pendant ce temps-là, le marché des satellites, lui, se diversifie comme jamais, évoluant dans des directions contradictoires. D'une part, l'émergence de petits satellites légers, ultra-modernes, à propulsion électrique, mais aussi de satellites encore plus petits, très nombreux, lancés en constellation, comme pour le système de navigation européen Galileo. Et d'autre part, les satellites de télécommunications géostationnaires, toujours là, mais qui eux ne maigrissent pas. Répondre à des missions aussi diverses avec un seul lanceur lourd comme Ariane 5 devient impossible. Ariane 5 has no chance. I mean, really, I don't say that with a sense of bravado, but there's really no way for that vehicle to compete with Falcon 9 and Falcon Heavy. So if I were in the position of Ariane, I would really push for an Ariane 6. I think that's the right move. The next version of Falcon 9 is actually able to go to a lower price. So if Ariane can't compete with the current Falcon 9, it sure as hell can't compete with the next one. Pour résister à Elon Musk, il faut tout changer et se réinventer. Ariane n'a pas d'autre choix que de tout révolutionner. On a mis à la base le problème à résoudre. On veut être 2 fois moins cher, tout en étant plus performant et plus flexible. Pour cet argent-là, qu'est-ce que vous me faites? On a retourné l'équation. Et ça, c'était une réconciliation de 2 mondes. La grande industrie, qui produit largement, mais qui n'a pas effectivement des enjeux de fiabilité tels qu'on les a nous. Parce que une voiture qui tombe en panne, on appelle le dépanneur. Un avion qui tombe en panne, c'est déjà plus ennuyeux, mais il peut retourner se poser. Et une fusée, la moindre petite pièce peut créer une défaillance et mettre au tapis un lanceur et surtout ses passagers qui valent des centaines de millions d'euros. Et ce que j'ai tenté de faire passer comme message, c'est que moins cher, ça veut dire plus fiable. Parce que moins cher, ça veut dire plus facile à fabriquer. Et quand c'est plus facile à fabriquer, c'est plus ergonomique, ça se monte plus facilement, on fait moins d'erreurs. En résumé, Ariane 6 est une Ariane 5 industrielle, mais aussi modulable que la mythique Ariane 4, grâce à différentes configurations de boosters. C'est une fusée issue de la révolution numérique, ce qui permet la mise en production la plus rapide de l'histoire d'Ariane. 7 ans après les premières esquisses, Ariane 6 est en fabrication. « 12 sites européens participent à la métamorphose industrielle d'Ariane, dont Brême pour les tâches supérieures ou Lampolshausen pour les essais du moteur Vinci. En parallèle, les équipes travaillent déjà à la conception d'un nouveau moteur révolutionnaire baptisé Prometheus, qui sera fabriqué en grande partie grâce à l'impression 3D métal, sera rallumable et surtout réutilisable. En attendant ce nouveau moteur, l'urgence, c'est d'arriver le plus vite possible sur le marché avec Ariane 6. Malheureusement, le calendrier espéré n'est pas tenu. Au retard pris au démarrage s'ajoutent ceux engendrés par les années Covid et les inévitables aléas d'un programme spatial complexe mené au sein d'une nouvelle organisation. En effet, Ariane 6 est la première Ariane conçue par l'industrie et non par le CNES,
il faut surmonter les tensions entre le secteur privé et les agences publiques, parvenir à refaire cause commune. L'aventure Ariane a du mal à retrouver son souffle. Et pendant ce temps-là, SpaceX dévore le marché. Au-delà du lanceur lui-même, pour contrer SpaceX, Ariane doit aussi réinventer son infrastructure de lancement. C'est pourquoi, en terre guyanaise, le centre spatial de Kourou a lancé un chantier titanesque. Celui de son 4e ensemble de lancement Ariane, le LA4. En charge de ce que le CNES appelle le segment sol, Frédéric Munoz est le chef d'orchestre de ce nouvel ensemble. Avec une certaine fierté, il montre les innovations du site à Frédéric Dallest, l'un des créateurs de l'aventure Ariane. On a un grand portique, c'est une moitié de terrain de football au sol, donc c'est un très grand portique, c'est 100 mètres de haut, c'est une tour Eiffel sur eau, 8500 tonnes, 128 moteurs. Donc le but, c'est de pouvoir intégrer le corps central, mais les propulseurs à poudre sous le portique. On fait tout sous ce portique, d'où la cathédrale en question. Alors que les lanceurs étaient assemblés verticalement et acheminés lentement sur leur pas de tir, à partir d'Ariane 6, toute la préparation et le trajet auront lieu à l'horizontale. Ce n'est qu'une fois au pied du mât de lancement que la fusée sera basculée en position verticale. Le bâtiment d'accès et de protection de 90 mètres de haut monté sur rail se déplacera. Ces 7000 tonnes, l'équivalent de la charpente métallique de la tour Eiffel, s'éloigneront pour se mettre en sécurité. Cette procédure, entièrement repensée, divisera par deux la durée et le coût des lancements. On est condamné à réussir, comme chaque fois avec Ariane. On est toujours le dos au mur. On n'a pas le droit, nous, à rater des lanceurs, les faire exploser au banc comme certains. Et donc, nous, il faut que ça marche. Donc, la priorité, c'est d'abord à la rigueur technique de préparation du lanceur. Juin 2023. Le nouveau pas de tir est terminé. Il accueille un modèle d'essai d'Ariane 6 pour une longue et délicate campagne de test. Mais le temps presse. Depuis le lancement de la dernière Ariane 5, l'Europe n'a plus de lanceur. Malgré l'urgence, les équipes observent la même exigence et passent en revue les innombrables systèmes de la future Ariane. Les liaisons entre le lanceur et le pas de tir, qui sont de conception entièrement nouvelle, la mise à feu des moteurs en conditions réelles. Heureusement, une à une, toutes ces étapes sont franchies avec succès. Juin 2024. Tout est enfin prêt. Un long sarcophage blanc débarque dans le port de Kourou. Le premier modèle de vol d'Ariane 6 est acheminé vers son pas de tir. Mais au moment même où l'Europe spatiale s'apprête à lancer enfin sa nouvelle Ariane, le monde entier assiste au 4e test du Starship, l'énorme fusée surpuissante et réutilisable conçue par SpaceX. Si cette fois, l'essai est un quasi-coup de maître très spectaculaire, les 3 premières tentatives s'étaient soldées par des crashs. Un luxe que l'Europe ne peut se permettre. La pression autour du premier vol d'Ariane 6 n'est que plus écrasante. On a fait tout ce qui était possible de faire au sol dans la limite de notre connaissance en fait et de notre savoir-faire et de l'état de l'art. Et donc ça, c'est ce qui nous donne confiance dans le fait que ça y est, maintenant on est prêt, on peut y aller et on va à ce vol inaugural qu'on réalisera. « 9 juillet 2024. Moment de vérité pour l'Europe spatiale. La première Ariane 6, baptisée FM1, est sur son pas de tir. Elle porte en elle d'immenses espoirs. L'avenir de l'histoire d'Ariane repose en partie sur ce qui va advenir dans quelques secondes.
il y a une compétition très forte. Il y a une attente de tous les clients qui ont fait confiance à Ariane. Il y a une trentaine de lancements qui sont déjà réservés. Et maintenant, il faut délivrer. Je retrouve mes émotions de chaque premier lancement. C'est-à-dire que le risque n'est jamais nul et il peut y avoir un petit problème. Donc j'ai à la fois l'attention du premier lancement que je retrouve pour chacune des nouvelles versions d'Ariane que j'ai connues. Et en même temps, la satisfaction de dire enfin, on revient aux affaires. Maintenant, il faut y aller. Il faut aller au résultat. Soit ça marche, c'est formidable. Soit ça ne marche pas. Il faut retravailler pour comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Alors, on a toujours fait ça. Des échecs, c'est normal d'en avoir. Surtout pour un vol de qualification. On se remet au travail, on comprend, on corrige, on revient en lancement. Et finalement, on va basculer entre ces deux options en quelques minutes. À tour de DDO, attention pour le décompte final. Allez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Allumage 2 ESR, décollage. Génial, formidable, vous avez été super. Je suis trop fière. C'est quoi déjà le signe? C'est cœur, c'est ça? Voilà, super. Ariane est de retour.